Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Dans cette journée de demi-finale du mondial de football, mais ça sera pour ce soir, on ne se superpose pas, donc c'est bon. Euh, Merci d'être avec nous de la part des éditeurs La Scuola et Hachette Fleu, qui travaillent ensemble pour la diffusion du français en Italie. Et nous avons avec nous aujourd'hui Émilie Mathieu-Benoît, qui est Bonjour. une grande spécialiste de l'enseignement du FLE et qui nous parle depuis Carnon, c'est près de Montpellier. Et elle a enseigné pendant plusieurs années à des publics variés. Elle a enseigné le français, évidemment, dans différents pays, en Allemagne, aux États-Unis, en France. Elle collabore avec des universités, avec des éditeurs. Elle est auteure chez Hachette Fleu depuis quelques années déjà. Elle collabore avec des écoles, des instituts, etc., avec une ambition que nous apprécions beaucoup, c'est de promouvoir les pédagogies actives et de favoriser l'apprentissage, et pas seulement l'apprentissage du français, mais en même temps l'épanouissement des apprenants et de nos élèves. Donc, merci Émilie d'être avec nous. Et nous avons également avec nous, depuis Brescia, Maria-Louisa Farinazzo, qui assure le côté technique. Bonjour Maria-Louisa. Nous avons depuis Turin Amandine Barthez, qui est déléguée pédagogique de Hachette Fleu en Italie. Et donc, si vous écrivez aux adresses e-mail de la Scuola qui diffuse Hachette en Italie, c'est la plupart des fois Amandine qui vous répondra et qui, dans le meilleur des cas, viendra vous Bon, voir. bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous. Merci Amandine. Et puis par contre, depuis la Jordanie, depuis Amman, habituellement elle est basée à Paris, mais aujourd'hui elle est en Jordanie, c'est Violaine Jamin. Violaine Jamin est responsable pédagogique et commerciale pour Hachette Fleu pour différents pays d'Europe et du monde, dont le principal est bien sûr l'Italie. Bonsoir Violaine. Bonsoir à tous et à toutes. Ravie de vous Et retrouver depuis la Jordanie. avant de donner la parole à Émilie, juste quelques petites notes techniques. D'abord, si vous pouvez garder près de vous votre téléphone, votre smartphone, ou alors vous ouvrirez une fenêtre du navigateur, parce que tout au long du webinaire, nous aurons 3 moments au cours desquels nous interagirons à travers Mentimeter. Je crois que la plupart d'entre vous connaissent déjà cet outil. Il s'agit juste de flasher un QR code à l'écran et puis d'accéder pour répondre à des questions. Et nous verrons vos réponses en direct au cours du webinaire. Ensuite, si vous voulez poser des questions, interagir avec nous d'une façon plus libre, vous pouvez toujours utiliser la fenêtre chat à l'intérieur de l'interface de GoToWebinar. L'interface du webinaire prévoit un point d'interrogation ou une fenêtre chat. Écrivez-nous, n'ayez pas de soucis. Nous lirons et nous répondrons à chaque fois que nous pourrons. Ensuite, gardez aussi un cahier et un stylo près de vous parce que Émilie vous proposera aussi quelques activités qui prévoient l'écriture sur papier. Et enfin, vous obtiendrez l'enregistrement de ce webinaire et également l'attestation de participation et le PDF qui reproduit les diapos que Émilie va nous montrer. Et tout cela, vous le recevrez par email dans les jours qui viennent. Donc, merci à tous d'être avec nous ce soir et je donne la parole à Émilie. Merci d'être avec nous. Merci Nicolas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, j'entends un écho, Maria-Louisa. Est-ce que c'est normal? Ah, Maria-Louisa est partie et j'entends plus d'écho. Bon. On t'entend bien, ça marche. D'accord, vous m'entendez bien. Ok. Très bien, merci. Donc, ravie d'être avec vous ce soir. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la motivation, activer l'envie d'apprendre le français. Alors, comme l'a dit Nicolas, c'est un webinaire où vous allez quand même participer à différents moments. Donc, je vous encourage vraiment à avoir près de vous, si ce n'est pas déjà le cas, à prendre papier, stylo et vos téléphones portables. Allez, c'est parti.
N'ayez crainte, je regarde à droite, c'est pas que je regarde autre chose, c'est que je regarde mon autre écran, d'accord? Donc je vous regarde pas forcément en face. Alors voici notre plan du jour. D'abord, on va essayer de définir un petit peu ensemble ce que c'est que la motivation parce qu'on en parle beaucoup. Nous, en tant qu'enseignants, c'est vrai qu'on a envie d'avoir des élèves motivés et parfois, ça nous tracasse un peu parce que c'est pas toujours le cas et on se pose toujours la question comment les engager le plus possible et qu'ils prennent du plaisir dans la langue. Donc, on va essayer de définir ça un petit peu ensemble. Et ensuite, ça c'est mon premier petit point et c'est vraiment une introduction, hein, c'est plutôt théorique. Et ensuite, la deuxième partie, comment stimuler la motivation chez nos élèves et améliorer leur engagement dans l'apprentissage du français. Et je vais vous proposer quelques réponses, hein, des stratégies d'enseignants que vous connaissez déjà peut-être probablement et qui vont vous donner des idées et que vous pourrez mettre en place ensuite. Alors, pour préparer ce webinaire, je me suis basée sur des exemples de profils. Profil, c'est une méthode qui va sortir en février, dont je suis la co-auteure auprès de Fabienne Gallon, que je salue parce que je sais qu'elle suit ce webinaire aujourd'hui. Coucou Fabienne. Et auprès de Marie-Josée Lopez et de Jean-Thierry Le Bouniec. Voilà, donc c'est une méthode qui n'est pas encore sortie, qui sortira au mois de février. Donc, je vais vous parler de manière générale sur la motivation. Je m'appuie seulement sur les exemples de profil, c'est tout. C'était ce que je voulais vous dire. Mais ensuite, ce que je vais vous dire, évidemment, vous pouvez l'appliquer dans vos classes sans cette méthode. Hein, c'est tout à fait adaptable. Voilà. Alors, on va commencer justement par une petite question. Là, vous allez flasher le QR code qui est ici, ou si vous préférez, vous pouvez aller sur menti.com et saisir ce code-là et répondre à cette question. Donc, l'élève motivé, c'est un élève qui ou c'est une élève qui? Alors là, je pense que nous allons avoir, voilà, vous allez accéder à la question. Donc, vous pouvez, comme ici, vous le voyez, soit entrer le code et sur menti.com, soit flasher le QR code. Et je vois déjà vos réponses apparaître. Qui apprend avec plaisir, qui apprend, qui est curieux. Alors là, peut-être je vais préciser encore un petit peu, qui est curieux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit chez cet élève-là? Vous avez un élève en classe qui est motivé. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous voyez qu'il s'amuse, qu'il collabore, qui se sent à l'aise, a envie de participer, voit son objectif, qui est attentif, qui écoute, qui est intéressé, qui est curieux, qui participe activement au cours, enthousiaste, qui veut apprendre, qui est curieux, a envie d'apprendre. Ça se manifeste comment cette envie d'apprendre? Qui écoute, curieux, donc je vois beaucoup la curiosité, qui a envie de découvrir, qui est attentif, qui aime la langue, il veut apprendre. Et ça se manifeste comment ça? Qu'est-ce que vous voyez, vous? Comment vous voyez qu'il a envie d'apprendre, cet élève? Donc certains ont dit il participe. Il est intéressé déjà par lui-même. Il pose des questions. Donc voilà, il pose des questions. Il participe, il pose des questions. Il est intéressé à participer aux activités. Donc il participe aux activités. Il veut apprendre. Il est attentif. Il écoute. Il participe. Il plonge dans la culture française. Il est attentif, curieux. Il écoute. Il participe. Il pose des questions. Il étudie en s'amusant. Il se sent bien dans la classe. Il collabore. Très bien, super. Bon, je pense qu'on peut fermer du coup le. Merci, D'accord. Nicolas, D'accord. Alors, je demande à qui voit Maria-Louise son de objectif, passer. Ouais, qui est on peut passer du enthousiaste, oui, temps. l'enthousiasme aussi. Mhm. Ok, donc merci beaucoup pour vos réponses, c'est intéressant. Là, donc vous êtes des professeurs, vous êtes face à des élèves et vous voyez les élèves motivés. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez voir. Est-ce que Nicolas, c'est à moi de repartager mon écran ou
Oui, tout à fait. Là, tu devrais pouvoir Ah reprendre la voilà, main. afficher mon écran. Très bien. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc là, ce que vous venez de me dire, la curiosité de l'élève, il pose des questions, il collabore, il écoute, mais aussi il amène ses affaires, il est engagé dans les activités, il fait ce qu'on lui demande, il se sent bien, il est actif, etc. Donc ça, vous l'avez dit, c'est ce qu'on va appeler la quantité de motivation. C'est la partie émergée de l'iceberg, parce que finalement, la motivation, on pourrait la représenter un petit peu comme un iceberg. Donc, l'élève déjà qui amène ses affaires en classe, qui n'oublie pas, qui fait les activités, etc., ça, on voit ça, c'est visible, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va appeler la quantité de motivation et la partie émergée de l'iceberg, tout ce qui est visible. Nous, ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est maintenant la qualité de la motivation. Par contre, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, celle que nous, en tant que professeurs, on ne voit pas. Qu'est-ce qui motive nos apprenants? Alors, on passe à la deuxième question du Mentimeter. Et là, vous allez donc avoir à répondre directement. Voilà. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui motive un élève ou une élève? Pourquoi est-ce qu'il est motivé, l'élève? C'est quoi les raisons de la motivation d'un élève? Donc là, à nouveau, vous scannez le QR code ou vous entrez le code comme vous voulez, hein. Qu'est-ce qui motive un élève? La motivation de l'enseignant qui fait aimer l'école, la curiosité, l'envie d'apprendre, l'intérêt, l'utilité, parce qu'il sait pourquoi il apprend quelque chose, la perspective, la façon de présenter la langue, l'envie d'apprendre, l'amour, la passion, l'envie d'apprendre, la curiosité. Donc j'ai vu plusieurs fois ça, la curiosité, donc rendre les élèves curieux, c'est intéressant. L'intérêt, l'amusement, la perspective, le fait de se sentir actif à la leçon, d'être investi dans une leçon, l'envie, parce qu'il veut se mettre en jeu, l'envie, la relation avec la classe, l'utilisation réelle de la langue, ce qu'il perçoit, la façon dont il est impliqué dans le cours, le fait d'être protagoniste, oui, d'être acteur de son apprentissage, ça c'est intéressant. Tester sur le terrain la langue, le professeur, la curiosité, l'enseignant. Donc là, on a une grosse responsabilité. Mais bien sûr que ça passe par nous aussi. Un enseignant qui n'est pas motivé, ça va être difficile pour rendre des élèves motivés. Ça, c'est sûr que ça passe par l'enseignant. Donc, le métier d'enseignant, c'est du savoir-faire, évidemment, et c'est beaucoup de savoir-être. Les intérêts, se sentir actif, super. L'amusement, la curiosité. Beaucoup de fois, j'ai vu ce mot-là. Curiosité, être curieux. La typologie de la leçon. La note. Très bonne remarque. Vous allez voir qu'on va parler de ça. La note. Les notes, les thèmes traités, être engagé, participer avec d'autres élèves, travailler avec d'autres élèves, l'intérêt pour la culture française, des sujets proches de leur âge, acteur de son apprentissage, la passion du prof, la possibilité de réussir, être capable de communiquer, l'exemple des parents. Il y a quelque chose qui le touche. La connexion avec ses intérêts de la vie quotidienne, super. La collaboration avec les autres élèves, communiquer dans une autre langue, une autre culture. C'est parfait, la possibilité de réussir. Merci, merci beaucoup. On va clore ce Mentimeter.
Donc là, pour revenir juste à la slide d'avant, à la diapositive d'avant, on a vu dans notre première question sur Mentimeter la quantité de motivation, c'est-à-dire ce qui se voit, ce que je vois chez mes élèves. Est-ce que je vois que cet élève-là est motivé et celui-ci pas motivé, d'accord? Et là, vous venez de répondre à la deuxième question, à la qualité de la motivation. Qu'est-ce qui motive mes élèves, d'accord? Alors, on distingue deux types de motivation. J'ai fait des petites recherches, évidemment, hein, je n'ai pas pris tout ça dans ma tête. Il y a un livre qui est très intéressant, je vous ai mis ici le titre de ce livre, la référence. Donc, c'est d'après stimuler l'envie d'apprendre les leviers de la motivation chez Nathan. Alors, les auteurs, il y a 3 auteurs, ils distinguent deux types de motivation. La motivation intrinsèque, qu'on va appeler autonome, et la motivation extrinsèque aux contraintes. Donc, la motivation intrinsèque autonome, c'est par utilité pour atteindre ses buts. Je sais que le sport, c'est pour ma santé, c'est bon pour la santé, je vais faire du sport, d'accord, par exemple. Hein, ou je sais que je vais partir voyager en France, il faut que j'apprenne le français. Hein. Pour le plaisir, la curiosité, l'intérêt. Donc voilà, les notions de plaisir, curiosité, intérêt que vous avez citées tout à l'heure. Donc ça, c'est super. Et cette motivation-là, la motivation intrinsèque ou autonome, eh bien, elle va favoriser un engagement durable de l'élève, des efforts de sa part qui sont durables également, de la persévérance. Elle va induire des émotions agréables. L'élève comprend ce qu'il apprend, d'accord? Donc, on est vraiment dans l'apprentissage, dans un apprentissage très qualitatif. La motivation extrinsèque ou contrainte, ça reste de la motivation. Moi, je me suis reconnue là-dedans quand j'étais élève par rapport à certaines leçons, par exemple, certains cours, pour avoir une bonne note ou pour éviter une sanction, d'accord? Donc, je fais ce qu'on me demande et je participe, j'écoute, je pose des questions et j'apprends pour avoir une bonne note. Donc, tout à l'heure, quelqu'un l'a cité, ou pour éviter d'être puni par mes parents parce que mon dernier bulletin était mauvais et il faut que j'augmente ma moyenne, par exemple. Pour éviter des émotions négatives, c'est-à-dire que j'ai peur du ridicule, donc il faut que je travaille, il faut que je me motive, il faut que je fasse ce qu'on me demande également. Par contre, ce type de motivation, cette motivation contrainte, elle ne favorise pas un apprentissage de qualité parce que sur la durée, il y a un désengagement, une réduction de l'effort. Il peut y avoir aussi de l'anxiété, des émotions désagréables et l'apprentissage devient superficiel, c'est-à-dire que j'apprends peut-être pour l'évaluation et après j'oublie tout ce que j'ai appris. Voilà. Donc nous, évidemment, ce qu'on recherche en tant que professeur, c'est d'obtenir la motivation autonome et intrinsèque des apprenants qui prennent du plaisir, qu'ils aient la curiosité, l'intérêt, qui voient qu'ils ont des buts à atteindre et que ça peut être utile pour eux, d'accord? Évidemment qu'on recherche ça. On constate quand même que beaucoup d'élèves encore se situent dans des motivations extrinsèques. Hein. Il y a des études qui ont été faites et beaucoup d'élèves se situent encore là-dedans. Donc nous, on va essayer de voir comment motiver nos élèves pour qu'ils prennent du plaisir, qu'ils voient l'utilité de ce qu'ils font et qu'ils aient un apprentissage plus durable et de bonne qualité. Alors, j'ai articulé notre webinaire d'aujourd'hui autour de 5 points. Hein. Donc, je suis motivée parce que, tout d'abord, j'apprends le français en contexte. C'est concret et proche de la réalité. Vous l'avez soulevé tout à l'heure. Je suis motivée parce que ce que j'apprends a du sens. Je sais pourquoi j'apprends ça. Je sais où je vais. Je sais à quoi ça va me servir. Je suis motivée parce que j'ai un objectif à atteindre et je peux réaliser des tâches simples et concrètes en français. Je suis motivée parce que je pratique et on me donne les outils pour réussir. Et enfin, je suis motivée parce que je me sens bien et en confiance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, je vous ai donné donc ces 5 points et c'est
déjà 5 points qui sont apparus dans vos réponses tout à l'heure aux questions auxquelles vous avez répondu dans le Mentimeter. Alors, le premier point, je suis motivée parce que j'apprends le français en contexte, c'est concret et proche de la réalité. Apprendre le français, il faut pas oublier que nos élèves sont des collégiens, des lycéens, mais il n'y a pas que, ils ne passent pas l'essentiel de leur vie au collège et au lycée. Donc, ce sont aussi des élèves qui ont une vie en dehors du collège et du lycée. Ce sont des élèves qui côtoient des personnes de différentes générations, qui s'intéressent à des problématiques différentes que celles simplement du collège et du lycée. Donc, nous, en tant que professeurs, il faut aussi qu'on traite de ces thématiques-là dans notre classe. Donc, voilà différentes thématiques que nous, par exemple, on a traitées dans Profil. Donc, comme la présentation, la vie quotidienne, le voyage, l'information, la consommation, l'art, le lieu, le mode de vie, les projets, les études, le travail, les relations amoureuses, amicales, familiales, la santé et le bien-être, le climat, les sorties et les loisirs, la cuisine, la consommation, l'engagement, etc. D'accord? Donc, des thèmes très variés parce que la variété fait aussi partie de la motivation. D'accord? Ça pique toujours la curiosité, on change de thème, on parle de choses différentes et nos apprenants sont des acteurs sociaux qui évoluent dans la même société que la nôtre. D'accord? Donc, c'est important d'avoir plein de thèmes différents. Ce qui est important également, c'est de leur proposer des documents variés et des documents de source authentique. Alors, qu'est-ce que c'est un document de source authentique? Un document de source authentique, c'est au départ un document qui est fait pour les natifs, pour les locuteurs natifs et qui n'a pas du tout vocation à être un document pédagogique, d'accord? Mais de source authentique, ça veut dire que on l'adapte au niveau des apprenants. Un document de source authentique, il est là pour exposer les apprenants à l'usage de la langue dans des situations concrètes et variées. Donc, vraiment des situations de la vie quotidienne, des situations de la vie courante. Qu'est-ce qu'ils pourraient lire, entendre, voir dans la vie réelle, d'accord? Et des situations les plus variées possibles. Donc, on est dans un contexte réel, proche de l'univers des élèves, parce que pour apprendre, on a besoin d'être en contexte. Donc, il faut absolument contextualiser les apprentissages. Pour apprendre une langue étrangère, il faut absolument contextualiser. Notre cerveau n'est pas fait pour travailler dans l'abstrait. Notre cerveau est fait pour du concret, pour des choses de la vie réelle. Voilà. Donc ça, c'est très important à retenir. Donc, nous, on est parti de ces observations-là hein, qui ont été faites sur la motivation des apprenants pour proposer un maximum de documents de sources authentiques variés à nos élèves. Alors là, je vais vous montrer différents documents de sources authentiques. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous les faire lire. Mais je vous montre tous les différents types de documents. Donc, soyez bien attentifs parce qu'après ça, je vais vous poser une question. Donc, voilà, vous voyez qu'ici, on a un échange sur un groupe WhatsApp. Un échange sur un groupe WhatsApp sur le cours de français hein, avec la professeure et puis les élèves qui se présentent. On est dans une unité 1. Ici, une affiche. Pardon, Émilie, Oui. je voulais juste avertir les participants. Dans l'interface du webinaire, vous pouvez régler la dimension, l'espace, régler l'espace des diapos et l'espace que vous laissez pour les formateurs. Donc, vous pouvez agrandir l'image. Voilà, c'est juste pour pouvoir lire le contenu. Merci, Nicolas. Voilà, donc là, vous avez une affiche pour un salon Objectif Langue et ici, un petit badge de visiteur hein, d'un lycéen qui visite le salon Objectif Langue. Ici, vous avez une photo de Timothée Chalamet qui est très populaire auprès des jeunes.
avec sa famille pour la sortie de son nouveau film, une publication Instagram, un plan de la ville d'un quartier de Marseille, du centre historique de Marseille, avec les incontournables. Vous voyez, il y a un plan avec les différents lieux à visiter. Ici, vous avez le site, une page du site sortiraparis.com. Quand on parle de documents de source authentique ou de documents authentiques, ça signifie que si on va chercher ensuite cette adresse-là, évidemment, ça existe, d'accord? Donc, les adresses qui sont présentées, les adresses de sites qui sont présentées, on peut y aller avec nos élèves pour qu'ils voient vraiment que ce sont de vrais documents, hein, qu'on a adaptés, évidemment, mais que on n'est pas parti, c'est pas sorti de notre tête comme ça existe vraiment. C'est une adaptation de documents qui existent, hein. Ici, donc, on a le top 8, hein, les 8 propositions de sortie à Paris. Ici, un échange de SMS. Ici, un garçon qui a un blog et qui publie sur son blog pour parler de sa vie quotidienne, avec des émoticônes, par exemple, des photos pour aider à la compréhension. Ici, vous avez le site Marmiton. Donc, Marmiton, c'est un site extrêmement populaire en France pour les recettes de cuisine. On peut même voir des vidéos de recettes de cuisine. Donc, c'est intéressant aussi d'aller voir, hein, d'aller consulter avec les élèves ensuite. Donc, les ustensiles de cuisine et puis une recette de cuisine, la ratatouille par exemple. Donc, si on va sur Marmiton, on va retrouver plein de recettes exactement du même style. Là, vous avez donc un restaurant, hein, les horaires de cuisine et la carte d'un restaurant qui arrive. Voilà, le restaurant L'Ancienne Gare avec la carte du midi et du soir, donc le menu, hein. Donc l'anciennegare.ch, on voit que c'est en Suisse, donc on traite aussi de francophonie. Ici, donc je vous ai dit que j'habitais à Carnon. Ça, c'est la médiathèque de ma ville qui propose des ateliers multimédia. Donc, par exemple, ici, les ateliers multimédia, une formation au logiciel Adobe Illustrator et un formulaire d'inscription, un formulaire de préinscription, hein. Donc, cette adresse existe vraiment. Ce n'est pas tout à fait la mienne, mais elle existe vraiment. Ici, vous avez un article, hein, un article du MAC de Montréal. Donc là aussi, la francophonie, hein, on n'est pas toujours juste en France, on est aussi dans les pays francophones. 10 questions à poser pour découvrir une personne. Ici, l'horoscope 2024. Dans 20 minutes, hein, 20 minutes, c'est les journaux gratuits. Femina.ch, on est en Suisse ici, pour un article donc de ce magazine en ligne c'est un article avec des témoignages, hein, des témoignages de lecteurs de Femina.ch, des témoignages de Cynthia et Loïc qui racontent leur rencontre amoureuse pour la Saint-Valentin. Ici, vous avez le site seloger.com. Donc, c'est vrai que quand on cherche un appartement, c'est le site de référence en France avec des petites annonces. Ici, un site internet qui propose des classes, des séjours, en fait, des séjours pour réviser le bac. Voilà. Donc, des séjours un petit peu comme des colonies, hein, on va dire, mais ce n'est pas des colonies de vacances, c'est des colonies de révision du bac. Ça existe vraiment. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Donc, classeséjour.fr. Ici, vous avez le magazine L'étudiant avec un test. Faire une année de séjour à l'étranger après le bac, est-ce que c'est pour toi? Voilà, donc on peut réaliser, les élèves sont invités ensuite à réaliser le test et à voir si une année de césure, une pause après le bac, partir à l'étranger, c'est fait pour eux ou pas. Là, nous avons un sondage sur les Français et les médias.
Voilà, et une explication du sondage. Ici, je ne sais pas si vous connaissez ce street artist, c'est Invader, et il met des petites mosaïques, il pose des petites mosaïques comme ça dans la rue. Il y en a plus de 1200 à Paris, mais je sais, je suis certaine qu'il y en a en Italie, il y en a un peu partout à travers le monde. Et il existe une application qui s'appelle Flash Invaders. Moi, je l'ai, je le fais beaucoup avec ma fille, par exemple, quand on se balade dans les grandes villes. Et on peut scanner, flasher les invaders qu'on trouve et on gagne des points. Donc, c'est assez marrant. Donc, on apprend des choses aussi. Et en même temps, on fait du français. Et ici, un petit forum, doit-on développer les arts de la rue? Donc, vous voyez qu'ici, les élèves peuvent vraiment connaître et prendre connaissance d'une application, pourquoi pas la télécharger, hein. Donc, ils apprennent aussi des choses. Ils apprennent des choses en français. Ici, vous avez une fiche informative sur les métiers avec les métiers d'influenceur, la différence entre un influenceur et un journaliste. Et puis ici, un article sur les influenceurs virtuels. De quoi s'agit-il? Donc, c'est vrai qu'on sait que les influenceurs, ça intéresse nos élèves. Alors voilà, je vous ai dit qu'il y avait un petit défi à la clé. Je vais vous laisser 2 minutes. Là, c'est le moment de prendre un petit stylo et un papier. Et votre défi, c'est d'essayer de retrouver un maximum de types de documents écrits que je vous ai présentés. Alors, vraiment les types, hein, pas forcément les sujets, mais les types de documents. D'accord? Donc, je vais commencer, je vais faire démarrer le minuteur. Vous avez 2 minutes pour retrouver un maximum de documents écrits que je vous ai présentés. Voilà, donc je vous laisse le temps, je vous laisse ces 2 petites minutes pour voir un petit peu la variété des documents présentés. Donc vraiment les types, pas les thèmes, pas les thématiques. Enfin, si vous vous souvenez des thématiques, pourquoi pas, mais vraiment, qu'est-ce que je vous ai présenté comme document? Vous avez vu qu'il n'y a pas de dialogue, par exemple, il n'y a pas de dialogue écrit. Pour nous, les dialogues, il y en a, mais ce sont des dialogues audio, des conversations audio, de sources authentiques, mais les dialogues ne sont pas écrits. Quand il y a des dialogues, c'est écrit, c'est autre chose, mais normalement, vous êtes en train d'écrire, donc je ne vais pas vous le dévoiler. Ouais, je vous laisse encore quelques secondes, vous avez encore 40 secondes. Allez, les dernières secondes. Ok. Alors, les types de documents écrits que je vous ai présentés, je vais les énumérer un petit peu avec vous. Il y avait une discussion WhatsApp, une affiche et un badge pour un salon sur les langues, une photo et sa légende, hein, c'était la photo de Timothée Chalamet avec ses parents, un post Instagram avec des commentaires sur une sortie avec entre copines, je crois que c'était ça, un plan de la ville de Marseille, un plan de ville donc, un site internet pour les sorties à Paris, un échange de SMS. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, nous, les dialogues, des dialogues qui seraient oraux, on ne les met pas, jamais par écrit parce que pour nous, c'est pas du tout authentique. Là, si on met des interactions, ce sera via des échanges de SMS, par exemple, des interactions écrites. Un article de blog, une recette sur un site de cuisine, un menu de restaurant, une fiche d'inscription à un atelier multimédia, des articles de magazine en ligne, un horoscope, des témoignages de lecteurs dans un magazine, des annonces d'appartements à louer,
un site qui présente des séjours pour réviser le bac, un test de personnalité pour savoir si on va faire une année de césure après le bac à l'étranger, un sondage sur les médias, un avis sur une application, celle de Invader, un forum sur les arts de la rue, une fiche informative sur les métiers. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, on a, je pense, je les ai pas comptés, mais je crois qu'il y a une vingtaine et il y a, j'ai pas tout mis, on peut utiliser encore plein d'autres documents de sources authentiques ou des documents authentiques, hein. Je veux dire, par exemple, un billet de train, c'est un document authentique. Voilà, par exemple, il y a des informations à trouver dessus, pareil pour un billet d'avion, etc. Donc, des documents, il faut vraiment utiliser toute la variété qu'on a sous la main. La variété pique la curiosité des apprenants, vraiment. Donc ça, c'est vraiment important de changer le plus possible et de les exposer le plus possible à des situations de la vie réelle. Évidemment, là, tout à l'heure, je vous ai présenté plein de documents iconographiques, hein, d'accord, des documents écrits, mais on a aussi tout le temps des documents audio, hein. Quand on propose une leçon, on a un équilibre entre documents audio et documents oral. Il y a toujours un document audio, un document oral. Donc, on va proposer à l'oral des conversations formelles, informelles, téléphoniques, avec différents interlocuteurs, etc. Des témoignages, des podcasts, des débats, des micro-trottoirs, des interviews, des messages téléphoniques, etc. D'accord? Donc là aussi, variété des documents audio. Et aussi, on va proposer des vidéos authentiques, comme par exemple des vidéos culture, ou alors dans Profil, on a décidé d'inviter dans chaque unité un apprenant de français et qui va parler, qui va donner qui va faire un petit témoignage, qui va parler de quelque chose. Et on va inviter ensuite nos élèves à faire une production similaire par imitation. Justement, par rapport à ces vidéos, je vous en montre une. Donc, il faudrait que Maria Louisa, tu puisses lancer la vidéo, s'il te plaît. Donc, cette petite vidéo d'Antonio. Salut, j'aime le yoga, les chats, le chocolat. J'aime lire. Je n'aime pas le foot, les chiens, les hamburgers. Je n'aime pas regarder la télé. Merci, Maria Louisa. Ok, donc Antonio, on a ici hein, son petit témoignage. On est dans l'unité 2, donc on est vraiment au début hein, en A1, au début de l'apprentissage du français. Mais grâce à cette vidéo, grâce au témoignage d'Antonio, nos élèves, eh bien, ils vont pouvoir faire la même chose, mais pour eux, d'accord? Mais ils ont les structures, les structures de langue, les expressions utiles, et ils vont pouvoir imiter Antonio, donc à leur tour exprimer leur goût. Alors, on passe maintenant au deuxième point. Je suis motivée parce que ce que j'apprends a du sens. Donc, il est important dans un cours de langue étrangère, un cours de français langue étrangère, de donner du sens aux apprentissages. Comme on a dit tout à l'heure, l'abstraction, on ne peut pas apprendre dans l'abstraction. Apprendre le passé composé pour apprendre le passé composé pour remplir ensuite un exercice à trous sur le passé composé n'a pas de sens. Si j'apprends le passé composé, c'est pour pouvoir raconter ce que j'ai fait hier, par exemple. D'accord? Donc, il faut vraiment toujours montrer aux élèves le sens de ce qu'ils apprennent. Pourquoi ils apprennent ça? Donc, ça nous fait revenir un petit peu à comment sont considérés les savoirs dans l'approche actionnelle. Donc, les savoirs comme la grammaire, la conjugaison, le lexique, la phonétique ne sont pas considérés comme des objectifs finaux, pas du tout, hein, mais comme des outils linguistiques. On va utiliser ces outils-là, ok, que l'apprenant va mobiliser pour agir. Ce sont des outils pour pouvoir agir, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire des choses en français. Donc, les savoirs linguistiques sont au service des tâches, d'accord? Ce ne sont pas des objectifs finaux.
c'est le dernier Mentimeter que je vous propose, d'accord? Donc là, à nouveau, vous pouvez flasher le QR code ou taper le code dans menti.com, le code qui est affiché ici. Alors, imaginons, vous avez votre classe et vous avez pour objectif pragmatique de votre leçon indiquer un chemin. Est-ce que vous pourriez me donner les contenus linguistiques, grammaticaux et lexicaux que les élèves doivent connaître pour atteindre cet objectif final? Donc, vous allez sur menti.com, vous pouvez entrer ce code ou flasher le QR code. Alors, les lieux de la ville, l'impératif, à gauche, à droite, tout droit, les commerces, les lieux publics, l'impératif, les lieux de la ville, le lexique, le verbe aller, le lexique de la ville, le verbe aller, lexique de la rue, la forme interrogative, les verbes de mouvement, les prépositions, les lieux de la ville, l'impératif, gauche, droite, carrefour, les verbes aller, venir, lexique de la ville, les prépositions de lieu, l'impératif, les localisateurs, les lieux de la ville, l'impératif, aller, tourner, prendre, les lieux de la ville, les verbes, l'impératif, les légendes, le plan, les moyens de transport, lexique de la ville, les directions, le conditionnel, oui, pour peut-être la politesse, j'imagine. Verbe à l'impératif, préposition de lieu, lieu de la ville, donner des indications. Ok. L'impératif, l'utilisation de l'infinitif, mot concernant les indications pour indiquer le chemin. Super, merci. C'est bon, on peut fermer les adjectifs démonstratifs aussi, les panneaux routiers. Ouais, donc il y a pas mal de choses, hein, pas mal de choses. Merci. Alors, si j'ai pour objectif pragmatique indiquer un chemin, c'est important que je fixe cet objectif avec mes élèves, d'accord? Leur expliquer très clairement que eh bien, notre but, c'est de pouvoir indiquer un chemin, d'accord? Mais que pour pouvoir indiquer un chemin, il va falloir que j'ai des outils, d'accord? Des outils linguistiques. Donc, les outils linguistiques, ça passe par la grammaire et le vocabulaire. Donc, ça peut être l'interrogation avec ou, poser des questions avec ou, le verbe aller au présent et les articles contractés, l'impératif, et les contenus lexicaux, les lieux de la ville, l'itinéraire, la direction. Alors là, je vous donne un exemple de ce qu'on a fait dans le profil, unité 3. Donc, l'unité 3 s'intitule « Organiser une sortie ». Et vous voyez que sur ça c'est la page d'ouverture de l'unité 3. Et on a comme un petit peu un contrat pédagogique, un contrat d'apprentissage qu'on va lire avec nos apprenants. Donc, vous allez apprendre à, ici, il y a 3 objectifs pragmatiques qui correspondent chacun à 3 leçons. Et ensuite, vous allez utiliser, et puis tout ce qu'on va utiliser dans les leçons pour atteindre les objectifs pragmatiques. Donc, par exemple, vous allez apprendre à indiquer un chemin. Vous allez utiliser l'interrogation avec ou, le verbe aller au présent, l'impératif. Là, c'est la leçon 11, indiquer un chemin.
Donc, vous voyez qu'il y a tout un scénario pédagogique avec des documents authentiques, semi-authentiques. Celui-ci, c'est un document authentique, hein, les fêtes latino-mexicaines de Barcelonnette, avec le programme, le plan de la ville et puis un audio. D'accord? Voilà. Donc, on passe par ce scénario pédagogique pour arriver à une tâche finale et pour aller de là jusque là, d'accord, on va avoir besoin, donc pour aller de indiquer un chemin jusqu'à la tâche finale, on va avoir besoin de contenus grammaticaux et lexicaux, donc de nos outils, d'accord? Et ici, ils sont présentés donc sur le côté de la page. On a vu l'interrogation écho, le verbe aller au présent, l'impératif, voilà, avec de la grammaire contrastive, et puis les lieux de la ville, l'itinéraire, les directions. Voilà. Donc, les apprenants voient bien où ils vont. D'accord? OK. Notre objectif, c'est d'indiquer un chemin. On va faire des activités de compréhension. On va s'entraîner. On va découvrir de nouvelles notions de grammaire, du nouveau lexique. En contexte, on découvre cette grammaire et ce lexique. Et de manière active, hein, on ne laisse jamais nos apprenants tranquilles. Ils sont jamais tranquilles, les apprenants. On a des activités individuelles, des activités de groupe. Donc, on les rend actifs. Hein. Pour être motivés, on a besoin d'être actifs également. Et puis, on leur montre à quoi va servir la grammaire et le lexique. C'est pour pouvoir indiquer un chemin. D'accord? Donc, ce que les apprenants vont apprendre en grammaire et en lexique a du sens. Ça s'inscrit dans l'objectif pragmatique de indiquer un chemin. Voilà. Donc, ils savent pourquoi ils apprennent le verbe aller, l'impératif, etc. Mon troisième point. Je suis motivée parce que j'ai un objectif à atteindre et je peux réaliser des tâches simples et concrètes en français. Alors, on aime bien faire des tâches finales en classe. C'est important de faire des tâches finales en classe. Les élèves aiment faire des tâches finales en classe. À ne pas confondre avec les projets qui vont vous prendre des heures et des heures de préparation, de mise en place. La tâche finale est une activité comme les autres, mais qui se trouve à la fin. C'est vraiment une récompense pour les élèves. C'est aussi, je vais détailler un petit peu avec vous, mais elle est importante. Il ne faut pas se passer de cette tâche finale qui donne du sens à tout ce qu'ils ont appris. Donc, elle fait partie de la leçon. C'est une partie intégrante de la leçon. Elle est facile à mettre en place et elle n'est pas chronophage. Elle doit favoriser l'engagement des étudiants. Hein. Elle est ancrée dans la réalité. C'est quelque chose qui est au plus proche du réel, hein, que les élèves peuvent réaliser dans la vraie vie. Elle donne du sens à l'apprentissage. Hein. Les élèves vont mobiliser les compétences et les outils langagiers qu'ils ont pu travailler dans la leçon. Elle permet d'autonomiser les apprenants, de les responsabiliser, qu'ils soient autonomes dans la langue, hein, d'accord, qu'ils soient plus autonomes dans la langue. Elle est gratifiante et encourageante. Elle rythme les apprentissages et elle permet aux élèves de s'auto-évaluer et aux professeurs d'évaluer de manière formative les apprenants. Hein. Est-ce qu'ils réussissent à faire un petit peu l'objectif final qui était d'indiquer un chemin? Est-ce qu'ils arrivent à le faire? D'accord? Donc, dans la leçon indiquer un chemin, les élèves ont appris, on a vu, hein, en grammaire et en lexique, différents points. Alors, quelle tâche finale on pourrait proposer aux élèves? Eh bien, nous, ici, dans indiquer un chemin, on a proposé l'activité par deux. Hein, les agir sont en général par deux ou en petits groupes. Choisissez un itinéraire pour aller de votre lycée à 2 lieux de votre ville. Expliquez l'itinéraire à la classe. Et puis, on pourrait un petit peu mettre ça, ludifier un petit peu l'activité. Et un binôme présente son itinéraire à un autre binôme qui suit sur le plan et dit où il arrive. Voilà, on donne un plan à chacun et ils ne disent pas où ils vont, mais c'est l'autre binôme qui, en suivant l'itinéraire, doit dire « Ah, vous arrivez là ». Voilà. Alors là, je vous donne 2 minutes. Pareil, il y a 5 objectifs pragmatiques ici et 5 tâches finales. Vous devez associer les objectifs pragmatiques à la bonne tâche finale. D'accord? Je démarre le minuteur. Voilà.
Donc, vous avez 2 petites minutes, vous n'êtes pas obligé de tout lire dans le détail. De toute manière, vous aurez accès au PDF si vous le souhaitez, hein. Mais essayez d'associer un objectif pragmatique avec une tâche finale. Donc, vous voyez qu'il y a des tâches finales qui sont écrites en italien parce que dans Profil, les 2 premières unités les consignes sont traduites en italien. Voilà, dans les 2 premières unités. Émilie, est-ce que tu veux lire les 5 objectifs pragmatiques Oui, et les 5 titres des activités? oui, oui. Merci. Alors, le premier objectif pragmatique, se présenter. Le deuxième, échanger sur ses goûts. Le troisième, proposer une sortie. Le quatrième, faire les courses. Le cinquième, raconter une rencontre. Je vous lis maintenant les tâches finales, hein, les titres des tâches finales. Alors, excusez-moi pour l'accent en italien. Create il vostro gioco, est-ce que tu aimes? Deuxième titre, organiser un pique-nique. Troisième titre de tâche, proposer une sortie culturelle. Quatrième titre de tâche, raconter une rencontre réelle ou imaginaire. Et cinquième titre, coi compagni, crea un gruppo di classe su una rete sociale. Parfait ton italien. Je vais essayer de faire des progrès d'ici le mois de février. C'était parfait. Ok, merci. Alors, on regarde ensemble. Se présenter en groupe, coi compagni, crea un gruppo di classe su una rete sociale. Échanger sur ses goûts, create il vostro gioco, est-ce que tu aimes? Proposer une sortie en petit groupe, proposer une sortie culturelle, faire les courses, organiser un pique-nique, raconter une rencontre réelle ou imaginaire. Voilà. Et si vous souhaitez avoir le PDF, comme j'ai dit, vous pourrez voir sur le PDF un petit peu le déroulé de ces tâches finales que l'on propose, mais vous verrez que c'est très facile à mettre en place et que c'est une activité de la leçon. D'accord? Ça fait partie intégrante de la leçon. Quatrième point, je suis motivée parce que je pratique et on me donne les outils pour réussir. Des activités et des outils pour réussir. Alors, ce qui est important pour entretenir la motivation de nos élèves, c'est de leur fournir le plus de moments possible où ils pratiquent. D'accord? Ils ont besoin de pratiquer. Ils ont aussi besoin de relever des défis. Donc, via les activités qu'on leur propose, les tâches, les réflexions sur la langue. Et ils ont besoin de réussir. On ne peut pas toujours mettre nos élèves en difficulté. Ils ont aussi besoin de réussir pour rester motivés. Il faut faire attention à une chose, c'est à ne pas proposer des activités ou des tâches trop faciles ou trop difficiles. Trop faciles, ils se démotivent. Trop difficiles, ils se démotivent aussi. Donc, il faut trouver des activités adaptées. Il faut aussi multiplier les activités favorisant la prise de parole et le réinvestissement des éléments de langue. D'accord? Donc, ça aussi, c'est parce que ça donne du sens à l'apprentissage. D'accord? Ils ont appris certaines choses. On propose des activités où ils réinvestissent immédiatement ce qu'ils ont appris. Et pour cela, il faut que nous, professeurs, on puisse proposer à nos élèves des outils clairs et adaptés à chacun afin qu'ils puissent réaliser les tâches et les activités demandées. D'accord? Donc, c'est à nous de leur proposer ces outils-là, hein, de se demander de quoi ils ont besoin pour qu'ils puissent réussir l'activité, pour qu'ils puissent réussir la tâche. Alors, un premier outil qui est intéressant pour les élèves, c'est la carte mentale. Pourquoi? Parce que la carte mentale, elle propose une vision globale des mots, des expressions et des phrases vues dans une leçon
ou dans une unité. On propose un classement thématique et par thématique et association d'idées. Donc, ça permet vraiment d'organiser le lexique. C'est donc plus facile à mémoriser, cette organisation-là, beaucoup plus facile et ludique aussi qu'une simple liste de mots. Il y a des illustrations, donc c'est un outil qu'on pourrait qualifier d'inclusif, qui s'adresse à différentes formes d'intelligence. La carte mentale permet la réactivation des savoirs lexicaux et communicatifs qu'on a vus dans une unité, c'est-à-dire qu'elle permet de faire cette synthèse-là et de réactiver. La mémorisation sans voie facilitée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'encourager les élèves à réaliser ensuite leur propre carte mentale parce qu'on n'organise pas forcément le lexique, les actes de communication comme son voisin, d'accord? On ne mémorise pas de la même manière. Donc ça, c'est intéressant aussi de leur proposer, peut-être pas à chaque fois, mais de temps en temps, de créer leur carte mentale aux élèves. Et aussi, on peut leur proposer des modèles de cartes mentales, des cartes mentales toutes faites. Donc nous, c'est ce qu'on a proposé dans Profil. Par exemple, la carte mentale du quotidien, donc avec les repas, parler des activités quotidiennes. Ce qui est en orange, ici, c'est le lexique, et en violet, vous avez les actes de communication, les actes de parole, les sports et les loisirs, faire les courses, faire du shopping, les vêtements, chaussures et accessoires, les commerces et les aliments. Et comme ça fait appel à plusieurs formes d'intelligence et à plusieurs formes de profils d'apprenants, on a désiré vraiment et on a insisté pour que la carte mentale soit enregistrée. Donc, on peut écouter l'audio. Donc ça peut, moi, j'apprends vraiment de cette manière-là. J'ai besoin de lire et d'entendre. Donc, voilà, on essaie de s'adapter à la plupart de nos apprenants. Il y a une appli qui s'appelle Mindomo qui est bien pour fabriquer des cartes mentales. Et puis, bien sûr, on va proposer des activités à nos élèves et ils vont pouvoir s'aider de la carte mentale pour faire ces activités, des activités seules, des activités par deux. On peut ludifier aussi certaines activités, jeu assis debout. On pose des questions aux élèves, ils ont la carte mentale sous les yeux s'ils le souhaitent. Ça dépend des apprenants. S'ils ont déjà, s'ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de la carte mentale, ils peuvent tout à fait ne pas la regarder. Mais en tout cas, c'est un outil qui est à leur disposition. Et on peut dire dans la classe qui porte une jupe noire. Les élèves qui portent une jupe noire se lèvent, les autres restent assis. Qui porte un pantalon bleu? Les élèves qui portent un pantalon bleu se lèvent, les autres restent assis. Voilà des petits jeux comme ça, on peut leur proposer. Ça motive, ça permet de changer, de varier les activités, des activités audio également. Et puis des petites activités de jeux de rôle, par exemple ici à deux, choisissez un produit, demandez poliment le prix. Votre camarade vous répond, inversez les rôles, faire les courses. Vous avez faire les courses ici. Ils ont les différents actes de parole pour réussir cette activité. Il y a aussi, là, je vous ai proposé une autre carte mentale de Marion Charot de Territoire des langues. Vous pourrez en trouver beaucoup sur son site qui sont très jolies et ça peut donner des idées aux élèves pour réaliser leur propre carte mentale. Deuxième outil, bien sûr, c'est la grammaire. Mais la grammaire qu'on va mettre au service de l'action. Apprendre toute une leçon de grammaire par cœur, savoir toutes les exceptions et tout ça n'a pas beaucoup de sens si après on ne peut pas s'en servir. Et ça peut être quelque chose de très très difficile pour certains élèves. Donc, on pense qu'il vaut mieux considérer la grammaire comme un outil au service d'actions à réaliser et proposer des explications claires, structurées et avec peu de métalangage, en spirale, de revenir régulièrement sur ce qu'on a déjà vu. Si on a appris le futur proche, on va le revoir dans 2 semaines avec la forme négative, etc. D'accord? Donc, revoir les savoirs et à chaque fois, on ajoute des choses. La grammaire est en contexte, on ne la décontextualise pas, donc on peut prendre les exemples tirés des documents. On s'appuie sur les exemples des documents, on s'appuie sur nos documents. Donc les élèves ont déjà découvert et ont déjà compris. Et ensuite, on va avoir une réflexion sur la langue, mais grâce à nos documents de départ. Ça a du sens, on ne décontextualise pas.
Et puis, ce qui est important aussi, c'est de proposer des activités avec un degré de difficulté croissant pour que chacun puisse réaliser des activités. Donc, on revient ici à notre leçon indiquer un chemin. Et par exemple, on a dit qu'on avait besoin du verbe aller au présent. Donc, voilà un petit peu ce qu'on propose dans la leçon. Donc, on voit le verbe aller, mais il est associé aux articles contractés. Et puis, des activités ou des lieux de la ville, d'accord? Je vais au concert, tu vas à l'atelier, il va à la poste, vous allez aux toilettes, d'accord? Donc, c'est-à-dire que ici, on est déjà capable d'exprimer quelque chose, d'accord? Je vais à la poste, tu vas à l'atelier, etc. Hein. L'importance des couleurs également. Ici, vous voyez qu'on a utilisé du bleu pour le masculin, du vert pour le féminin, du orange pour le pluriel. Et puis des activités qui sont organisées dans un degré de difficulté croissant. Et enfin, je suis motivée parce que je me sens bien et en confiance. Donc le bien-être des apprenants est important, peut-être fondamental. Une classe dans laquelle il y a de la sérénité, une bonne cohésion, qui est soudée, ça va bien marcher en général et les autres, les apprenants peut-être un peu plus sur la réserve, vont être embarqués. Donc c'est important d'avoir cette bonne ambiance dans la classe. Parfois, il faut y passer du temps en début d'année, d'accord, pour fédérer les apprenants. Hein. Donc, les élèves ont un besoin d'affiliation. En fait, on a tous un besoin d'affiliation, un besoin de proximité sociale pour se sentir bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire se sentir relié à d'autres personnes, recevoir de l'attention de personnes importantes pour soi. Alors, dans le cadre d'une classe, c'est que l'élève reçoive de l'attention de son professeur, mais aussi de ses camarades, hein, quand il y a du feedback, qui est du feedback des professeurs, des camarades qu'on incite à encourager, etc. Qu'on doit se sentir appartenir à une communauté ou un groupe social dans lequel on se sent accepté. Alors, quelle stratégie pour nous, les professeurs, pour répondre à ce besoin d'affiliation de nos élèves? Alors, il y a l'importance du feedback. L'autre jour, j'avais cette discussion avec Nicolas, justement, que je ne trouvais pas un mot parfait en français pour correspondre à feedback. Donc, j'ai laissé l'anglais. On peut utiliser retour. Mais voilà, moi, j'ai laissé feedback. Je trouve que c'est plus parlant. Donc, c'est important qu'on manifeste notre enthousiasme, notre intérêt pour les progrès, pour la réussite des élèves, d'être encourageant quand ils ont des difficultés et de proposer des activités adaptées à chacun. On leur montre que vraiment on prend en considération leurs besoins. Alors c'est peut-être évident de dire ça ou d'écrire ça, mais c'est extrêmement important. Hein. Le feedback pour tous, le feedback pour les élèves très bons, les élèves moins bons, les élèves qui ont plus de difficultés, le feedback est important pour tous les élèves, vraiment. Et le feedback immédiat, hein, voilà, sur leur progrès, sur ce qu'ils réussissent à faire, donc l'échange avec les élèves. Et puis, bien sûr, de pouvoir développer les habiletés coopératives dans la classe. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Ce texte sur le Nouvel An à la française, donc voilà, on est en décembre, on approche des fêtes de fin d'année, donc je trouvais que ce texte se prêtait bien à notre contexte aujourd'hui. Et la question serait comment comprendre un texte ensemble? Parce que c'est vrai que souvent, on leur dit, tu lis ce texte et puis tu vas répondre aux questions, mais comment travailler ensemble sur une compréhension de texte? Bien, nous, on a fait cette petite proposition en petits groupes, donc on leur demande de lire l'article et donc tranquillement, hein, et ensuite d'échanger avec un petit groupe de 4, 5 élèves, d'échanger qu'est-ce que tu as compris, de s'expliquer les mots, de demander des explications. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans une activité de médiation et de coopération pour comprendre le texte. Pendant ce temps-là, le professeur,
nous, les professeurs, on circule, d'accord, parmi les élèves. S'ils ont des questions, ils doivent pouvoir nous appeler. Donc, c'est aussi mettre vraiment de l'horizontalité dans la classe. Voilà. Et en petite activité B, pour les stimuler un petit peu, ils prennent la place de notre place, et on les invite à préparer un quiz avec 3 questions et de poser les questions aux autres groupes, d'accord? Et de valider ou de corriger leurs réponses. Bien sûr, nous, on est là pour les aider, les appuyer et pour organiser ça. Mais c'est à eux de proposer un petit quiz une fois qu'ils ont lu, compris, etc. ce texte. Donc voilà un petit peu comment on pourrait proposer une compréhension. On pourrait aussi partager le texte en 2, donner une partie du texte à un groupe, donner l'autre partie du texte à l'autre groupe, et puis chaque groupe explique sa partie à l'autre groupe, et à la fin, ils connaissent toutes les traditions françaises du Nouvel An. Ça pourrait être ça également. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai pris cet exemple sur une page médiation pour présenter un fait culturel, et c'était la première activité de cette médiation pour présenter un fait culturel. Alors, pour synthétiser et revenir à ce qu'on a vu tout à l'heure, je suis motivée parce que j'apprends le français en contexte, c'est concret et proche de la réalité. Je suis motivée parce que ce que j'apprends a du sens. Je suis motivée parce que j'ai un objectif à atteindre et je peux réaliser des tâches simples et concrètes en français. Je suis motivée parce que je pratique et on me donne des outils pour réussir. Je suis motivée parce que je me sens bien et en confiance. Voilà. Donc, les exemples tirés de la collection Profil à paraître en février. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui, si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat de l'interface de GoToWebinar. Nous sommes là pour ça. Entre-temps, j'aimerais bien, si Maria-Louise peut me passer l'écran, j'aimerais bien partager avec vous certains outils, merci Maria-Louise, qui nous servent à nous et qui peuvent peut-être vous servir à vous aussi pour construire vos cours, pour vous aider dans vos projets, dans vos pratiques d'enseignement. Parce que en tant qu'éditeur chez Hachette Fleu, notre travail n'est pas seulement celui de créer des méthodes et puis de vous offrir des moments de formation, mais il y a un gros travail de réflexion aussi dans tous nos groupes de travail, une réflexion qui donne lieu souvent à des publications à caractère pédagogique ou avec des fiches de travail pour les enseignants. Et ça aussi, c'est à votre disposition si vous êtes intéressé. Donc, je vais vous les présenter brièvement en vous mettant le lien aussi, le lien du site de l'éditeur. Donc, c'est hachette-fleu.com en ce qui concerne les livres que je vais vous montrer là. Par exemple, animation et médiation, c'est un recueil de fiches pratiques qu'on peut vraiment utiliser en classe pour construire des leçons. Il y a vraiment c'est très très riche. Il y a plein d'idées justement pour construire une leçon motivante pour les élèves. Parce que comme vous l'avez écrit quand vous avez répondu à la première question d'Émilie, bien sûr, le rôle de l'enseignant est primordial et je suis convaincu que le rôle de l'enseignant est primordial pour le 5e des objectifs de motivation, pour se sentir bien et en confiance. Et en même temps, on peut construire des leçons dans lesquelles les élèves se sentent en confiance et participent. Et là, dans cet ouvrage animation et médiation, vous trouverez vraiment beaucoup d'exemples dans ce sens. C'est des fiches à utiliser en classe de façon presque directe, vous voyez, avec des vidéos bien sûr pour des exemples de leçons. Également, là c'est un des éléments principaux de la formation pour tous les enseignants de FLE, c'est-à-dire les enseignants de français, le livre de Janine Courtillon, Élaborer un cours de FLE. Là, c'est vraiment
une mine incroyable de suggestions, d'idées et de réflexions théoriques aussi. Mais la réflexion théorique, c'est pas un élément secondaire dans notre travail, parce que si on s'approprie d'une réflexion théorique, ensuite on peut construire nos propres leçons dessus. Et ça, c'est vraiment super. Et vous avez cet ouvrage qui peut vous aider. Et également une nouvelle édition qui vient d'être publiée de Faire classe en FLE. Et là aussi, vous trouverez beaucoup, beaucoup d'idées. C'est un livre qui parle surtout de l'approche actionnelle. Quels sont ses fondements? Pourquoi l'utiliser en classe? Et qu'est-ce qu'on peut obtenir avec? Et là aussi, la motivation et l'engagement des élèves est vraiment un des éléments principaux de cette réflexion. Je vous invite aussi également à visiter le site de La Scuola et en particulier la page qui présente les ouvrages publiés par Hachette FLE et distribués par La Scuola en Italie. Donc vous avez les méthodes pour le secondaria di primo grado et secondo grado, les propositions pour la préparation du DELF, des exercices de grammaire, la grammaire bien sûr, les ouvrages pour les ABAC et les lectures. Par exemple, déjà apprendre le français à travers la lecture et l'audio, la lecture audio et les exercices qui vont avec, c'est le point fort de la collection LFF. Et, également, on a produit une grammaire très récemment, Focus Grammaire du français, et c'est une grammaire qui accompagne les élèves dans la progression de l'apprentissage. C'est pas juste les règles. Et là aussi, à mon avis, il y a un caractère de motivation assez fort. Et nous avons publié également une méthode pour le collège qui s'intitule Formidable Extra. Et là aussi, dans chaque page, on a beaucoup, beaucoup travaillé pour vous offrir des leçons très variées, basées sur des documents authentiques. C'est-à-dire plusieurs des éléments que Émilie a cités à propos de son webinaire d'aujourd'hui et qu'on a développé dans notre nouvelle méthode pour le biennium qui est Profil, qu'elle a cité. Vous le trouvez également dans la méthode collège formidable extra. Voilà, je voulais juste vous rappeler ces éléments. Entre-temps, nous avons une question d'une enseignante pour Émilie. Est-ce qu'on a des idées pour faire travailler les classes ouvertes? Amandine, est-ce que tu peux m'aider à traduire? Parce que je suis pas sûr de ce que l'enseignante entend par classe ouverte. Non, ça me dit rien non plus. Est-ce qu'elle peut préciser sa question? Je ne vois pas la question, Nicolas, s'il te plaît. Ensuite, elle a précisé tutte le seconde et tutte le terze. Pour faire travailler ensemble différentes classes de deuxième année ou de troisième année, c'était ta question? Classe ouverte, je sais. Peut-être en transversal ou avec plusieurs classes ou plusieurs enseignants de différentes... Ou pour les faire participer Oui, à alors elle a l'oral. répondu oui. Donc c'est peut-être comment faire travailler plusieurs classes en même temps. Si on a cette... à travers des projets, je pense. Est-ce que c'est des classes dans différentes disciplines? Par exemple, avec Alors, le prof d'italien et le prof d'anglais, le prof de français, le prof d'art plastique. alors oui, là, Parce que c'est vrai que nous, avec Fabienne, ma co-auteure Fabienne Gallon, parfois on propose des projets en transversal comme ça avec différentes disciplines, des profs de différentes disciplines et faire par exemple une exposition d'œuvres d'art plastique et un vernissage de l'exposition avec des traductions en français, en anglais, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est ça? Alors, il y a ça sans doute, mais en particulier l'enseignante qui nous posait la question, elle parlait de classes parallèles, c'est-à-dire des classes de français, différentes classes de deuxième année ou de première année, donc Oui. sont amenées à travailler en même temps. Oui, Une activité où ce qui peut être sympa, c'est de faire. Il y a plein de choses qui existent, mais là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que moi, ce que j'avais pratiqué déjà avec mes élèves,
quand je travaillais à l'Alliance française de Nice et qu'on avait plein de niveaux, on avait par exemple, imaginons que j'ai le niveau B1, je demandais à mes élèves d'écrire une dictée, d'écrire un texte pour des élèves d'une autre classe et une dictée qui allait être présentée à des élèves d'une autre classe, mais adaptée à leur niveau. Par exemple, oui. Donc ça, c'est voilà, ils écrivent un texte qui va être distribué dans une autre classe. Ça peut être ça. Bien sûr. Et ensuite, nous avons aussi une question plus concrète, si on veut, de combien de volumes se compose Profil et jusqu'à quel niveau? Ben, je vais essayer de répondre, puis Émilie, tu me corrigeras au cas où. Alors, Profil sera offert en volume unique. Donc, c'est un volume qui couvre les 2 premières années du lycée, de la secondaria di secondo grado. C'est un volume pour le biennio et qui se compose de 15 unités à développer sur les 2 années de cours. Et il arrive à partir de 0 jusqu'au B1.1, c'est-à-dire le début du niveau B1. D'ailleurs, les nombreux profs italiens de français avec lesquels on a travaillé pour construire un profil nous ont tous demandé de ne pas aller au-delà parce que au bilingue, normalement, on n'arrive pas plus loin que le A2. Mais nous, dans Profil, on arrive juste un petit peu au-delà du A2, c'est-à-dire B1.1. C'est correct, Émilie? Oui, c'est correct. Merci. Ouais. Voilà. Bon, alors si nous n'avons pas d'autres questions, je vous remercie tous pour avoir participé, que ce soit les enseignants qui nous suivent. Et d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup de plaisir de voir que des noms reviennent. Il y a 2 semaines, on a eu un webinaire très intéressant, à mon avis, de Robert Menant centré sur la grammaire. Et je vois que plusieurs d'entre vous qui participez aujourd'hui, vous étiez déjà là il y a 2 semaines. Ça me fait vraiment plaisir. Et pour clore, avant de nous saluer, de nous dire au revoir, je voulais juste reprendre 2 ou 3 phrases d'Émilie qui m'ont beaucoup marqué et que je trouve qu'elles font partie vraiment du cœur de notre travail. Par exemple, elle a dit on ne peut pas apprendre dans l'abstraction. Ça vraiment, j'adore et je trouve que c'est un des points forts de notre approche à la langue chez Hachette Fleu. C'est-à-dire, on essaye à chaque fois de ne pas prétendre que l'apprentissage de la langue puisse se faire justement dans le vide. On est plutôt pour un apprentissage finalisé, bien ancré dans des objectifs de communication, parce qu'on y croit. On ne croit pas tellement dans l'apprentissage dans le vide et dans l'abstraction. Merci Émilie. Et puis un autre des éléments qui, à mon avis, est très très fort pour tous ceux qui enseignent et pour nous qui faisons des livres également, il faut donner du sens à ce qu'on apprend. Alors là, si ce qu'on apprend a un sens, on a vraiment envie de l'apprendre, on est engagé. Et comme tu l'as dit au tout début, Émilie, lorsqu'on a une motivation qui est intrinsèque, qui est autonome, on s'engage, on fait des efforts et on les fait volontiers et on peut avoir une grande persévérance dans cet effort et dans le travail. Et en plus, on a des émotions agréables. Alors là, oui, c'est vraiment c'est parfait. et je crois que c'est vraiment là qu'on veut arriver, c'est-à-dire l'apprentissage du français avec beaucoup d'émotions agréables. Donc, merci à tous. Est-ce qu'on pourra revoir ce webinaire? Oui, bien sûr, vous recevrez un email avec l'enregistrement du webinaire. C'est pour répondre à une des questions que je vois défiler à l'écran. Il y aura l'enregistrement et ensuite on le mettra sur YouTube aussi ensuite. Donc, vous recevrez un premier lien pour le revoir et puis ensuite vous pourrez le chercher sur YouTube également. Donc, allez les bleus ou allez les rouges pour le match de ce soir 20h. Merci à tous. Merci Émilie. Merci beaucoup. Merci Émilie. Depuis la Jordanie. Merci Amandine depuis Turin. Et merci Maria-Louise depuis Brescia. Et merci à vous tous. Et à très bientôt et que le meilleur gagne. Merci. Au revoir. Merci Nicolas. Au revoir. Merci. Au revoir.